Maintenant que j'ai appris le bar, je vais pouvoir, 1, voyager et 2, continuer à faire du bar dans un autre pays. J'ai pris mon sac à dos, je suis arrivé au Mexique juste après Londres. J'ai fait 1 an de sac à dos jusqu'en Argentine. À pied, en bus, en vélo. J'ai travaillé dans tous les pays où je suis passé. Plus pour le fun que pour l'argent parce qu'on m'a invité juste en fait dans des bars pour bosser. En fait, j'ai commencé à penser au projet qui fait que je suis là devant toi aujourd'hui. Parce que là-bas, je me suis dit que j'allais m'associer, j'allais trouver quelqu'un et j'allais monter une boîte de cocktails en bouteille et d'événementiel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste de la mixologie et j'ai le plaisir d'inviter Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation et merci beaucoup à Camille qui a pu nous mettre en relation et qui j'ai tourné un épisode récemment. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs, de nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Oui, effectivement, je m'appelle Nicolas Michaud, je suis le fondateur d'une marque qui s'appelle Mixo. Okay. Ce sont des cocktails en bouteille. Et en fait, j'ai créé cette marque pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais travailler avec des professionnels qui n'ont pas de barman, c'est-à-dire des cafés, des hôtels, des restaurants, de l'événementiel. Partout où il va pas y avoir de barman parce qu'on n'a pas la structure, pas les moyens, je vais apporter donc, des cocktails qui sont faits en avance, préfaits, en ready to drink, on appelle ça. Et de l'autre côté, je voulais apporter au grand public des produits pareils, ready to serve, c'est-à-dire que quelqu'un chez lui, qui va l'acheter en caviste ou sur un site, il va pouvoir en fait se servir un cocktail en ouvrant la bouteille, versant sur des glaçons. Et il a un cocktail de niveau bar, donc travailler avec les mêmes ingrédients que dans un bar, prêt à boire en 10 secondes. Pas besoin de technique, pas besoin de matériel, pas besoin d'acheter des produits qu'on n'utilisera plus jamais. Un cocktail de niveau bar en 10 secondes. Pour les pros, pour le grand public. Bon, forcément, j'ai plein de questions. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un peu sur la genèse de ton projet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce milieu-là? À quel moment c'est intervenu? Est-ce que c'était pendant tes études? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'en es arrivé là? Effectivement, ça fait 10 ans que je travaille dans les spiritueux. D'accord. Donc tout ce qui est l'alcool, entre guillemets, c'est la façon jolie de le dire. Ça a commencé vraiment la genèse, c'était quand j'étais en DUT, donc avant même d'entrer en école de commerce, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans le cognac. D'accord. Et en fait, c'était une rencontre assez fortuite, hein, c'était quelqu'un de rencontre, on va dire. Il m'a parlé de son métier et de sa passion. Et en fait, le cognac, c'est aussi quelque chose de très terroir. Il m'a vraiment transmis cette passion. En fait, quand il parlait, on sentait la passion, les hommes qui travaillent, vraiment cette côté un peu la nature, le naturel, un produit qui est issu du naturel. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Et puis de l'autre, il m'a parlé en fait de comment on utilisait les spiritueux. Et en fait, ce côté festif, ce côté du fun, etc. Et ça m'a vraiment plu aussi. C'est vrai qu'en plus, moi, en DUT, tu as 18-19 ans. Et du coup, ça parle. Mais au-delà de ce côté festif, on s'imagine faire la fête, boire. Il y avait vraiment, en fait, l'alcool pour plein de raisons. On parlera peut-être de la loi E20 après. On est obligé de trouver des techniques en France pour communiquer autre que les grands médias, la télé, etc. Et donc, il y a beaucoup d'événementiels, il y a beaucoup de soirées privées, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans de l'expérientiel. Et ça m'a plu. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un produit dont on n'a pas spécialement besoin. Et pourtant, on va créer des choses pour faire kiffer les gens. Pour que les gens se reconnaissent sur une vodka, sur un gin, sur un cognac, sur un cocktail, sur un vin même, sur une bière. On va avoir cet univers qui va être créé autour d'une marque, qui est complètement créé autour de la marque, qui sort de rien, si ce n'est peut-être des origines. Et ça m'a plu. Ça m'a plu et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'ai organisé en fait tout mon parcours à partir de ça. D'accord. Il y a eu l'école de commerce, qui était à Reims, l'école de commerce de Reims, qui avait vraiment cette chaire champagne, mais aussi les vins et spiritueux. Au sein de cette école, j'ai pu commencer à faire des cours sur les spiritueux, donc ça a vraiment alimenté en fait ce projet, cette passion entre guillemets. Surtout que moi, je suis pas issu d'un milieu où on travaille dans l'alcool. Mes parents ne boivent pas d'alcool, mes parents ne travaillent pas du tout dans ce milieu-là. Donc ça a vraiment été à partir de l'école. Il y a eu des stages, j'ai été caviste chez Nicolas. Mais surtout, la première expérience, c'est que j'ai travaillé chez William Grant & Son, qui fait le whisky Grant, le whisky Glenfiddich, le gin Hendrix, tout ça qui est très connu, le rhum Mongay. Enfin, c'est des produits qui sont assez connus. Et ça a vraiment été le whisky Monkey Shoulder aussi. Et ça a été la première étape
Donc, rentrer dans le marketing des vins et spiritueux. Ouais. Donc, j'ai fait du marketing pour eux. J'ai fait du marketing pour Trois-Rivières, qui est une marque de rhum. Ouais. J'ai fait du marketing pour Jack Daniels, le groupe Brown-Forman, donc très connu aussi, des whisky américains. Ça a été toute la partie marketing, être derrière un bureau, travailler sur la création de produits, la création de valeur, l'événementiel, la commercialisation, etc. Génial. Ça, c'était pendant tes études? Ça, c'était pendant les études. Hein, ouais. C'était stage, apprentissage. Trop bien. Voilà, 2 ans, non-stop. Vraiment deux spiritueux à fond, à comprendre le milieu, comprendre les enjeux, savoir comment ça fonctionnait. Ouais. Et donc ça a été vraiment la première grosse pierre. Donc à partir de là, il y a eu une révélation. En fait, j'ai travaillé sur un concours de barman. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de rester dans un bureau toute ma vie. J'ai pas envie de faire ça. En fait, c'est pas ça qui me fait vibrer. J'aurais adoré être barman dans ma vie. Ok. Et contre toute attente, et même contre les gens qui me disaient, mais attends... Quand j'en parlais, ils me disaient, mais attends, tes parents, ils t'ont payé déjà. Mes parents m'ont pas payé, je me suis payé mon école, mais en plus, t'as fait une école de commerce, pourquoi tu vas pas prendre un boulot? Et en fait, à la fin de mon apprentissage, j'ai contacté tous ceux que je pouvais contacter. Et en fait, j'ai eu une opportunité, je suis allé à Londres. Donc, je parlais un anglais d'école de commerce. Je savais te parler du business plan de Carrefour, mais je pouvais pas te dire comment passer le balai, tu vois. Ouais, okay. Je suis arrivé sans expérience, sans rien. Et un bar m'a pris, ils m'ont dit, on te forme et tu bosses chez nous. Incroyable. J'ai bossé 1 an. Je voulais faire 6 mois à la base, j'ai fait 1 an parce que j'ai commencé en tant que commis. Je lavais des verres, je coupais des citrons. Et à la fin, j'ai fini, on appelle ça key bartender clé, qui était en fait le barman qui gère en fait le bar quand il y a avec le manager et qui rapporte le plus d'argent dans le bar. J'avais géré en fait ma station, j'avais géré tout ce qui est dans un bar en fait, que ce soit les clients, la gestion du bar, l'avant, l'après, etc. Je me suis dit bon, premier rêve. Check. Ouais. Ma vie, c'est beaucoup de check. Et tu verras, on le verra après, quand on en parlera. J'avais un autre projet, c'était de voyager en Amérique latine. Ok. Je me suis dit, pourquoi pas continuer? Maintenant que j'ai appris le bar, je vais pouvoir, 1, voyager, et 2, continuer à faire du bar dans un autre pays. Et donc, j'ai fait 1 an. J'ai pris mon sac à dos. Je suis arrivé au Mexique juste après Londres. J'ai fait 1 an de sac à dos du Mexique jusqu'en Argentine. Incroyable. À pied, en bus, en vélo, en un petit peu de bateau, très peu d'avions. Si ce n'est pour surlever des zones qui n'étaient pas traversables, on va dire. Sûr. Et en fait, j'ai travaillé dans tous les pays où je suis passé. Plus pour le fun que pour l'argent, parce qu'on m'a invité juste en fait, dans des bars pour bosser. Mais j'ai fait en fait ce voyage en Amérique latine où en fait, j'ai commencé à penser au projet qui fait que je suis là devant toi aujourd'hui. Ouais. Parce que là-bas, je me suis dit que j'allais m'associer. J'allais trouver quelqu'un et j'allais monter une boîte de cocktails en bouteille et d'événementiel. Ok, déjà cette idée là-bas. Incroyable. Et en fait, dans chaque pays, quand j'arrivais dans un pays, j'écrivais à tous ceux à qui je pouvais écrire, le réseau, les gens que je connaissais en France, à Londres. J'allais sur Facebook, je tapais Campari, William Grant, ambassadeur, marketing, et j'ai ajouté tout le monde. C'était en 2017, 2018, donc j'ai ajouté sur Facebook les gens et j'essayais de les contacter. Ouais, je travaille, je voyage, j'aimerais bien monter un projet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et dans chaque pays, j'ai rencontré des managers, des marketeurs, des barman, des brand ambassadors, donc c'est des gens qui représentent les produits, pour qu'ils me fassent en fait visiter leur pays dans les bars, que je puisse comprendre comment ça fonctionnait, bien sûr, et potentiellement ouvrir un business. Ça s'est pas fait. Ok. Ça s'est pas fait. Parce que à la fin du voyage, plus d'argent. Et puis il y avait quand même ce côté voyage qui était prépondérant. Hein. Ouais. Plus d'argent. Mais tu aurais voulu l'ouvrir là-bas ou revenir avec un concept en France? Je pense que je voulais vraiment en faire ça là-bas. D'accord. En fait, l'Amérique latine, c'est génial à deux... En fait, l'Amérique latine, c'est génial à 2 sujets, enfin sur 2 plans. Le premier, c'est que moi, c'est une culture que j'aime. D'accord. Ancestrale, même moderne, tout ce qui est attrait à cette culture me plaît. Et de l'autre, en fait, c'est un pays qui s'intéresse de plus en plus à la mixologie, au bar, etc., mais qui est très en retard par rapport à l'Europe. D'accord. Et donc, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Okay. Et surtout, il y a énormément d'éducation à faire sur les spiritueux. Il y a beaucoup d'établissements qui ne maîtrisent pas les cocktails. Et d'avoir en fait une offre de cocktails en bouteille pour de l'événementiel ou pour des établissements qui n'ont pas de barman, ça faisait vraiment sens là-bas. Ouais. Parce qu'il y avait vraiment un business. Malheureusement, j'ai pas rencontré les bonnes personnes. C'est pas emboîté comme je le voulais. Ça devait pas se faire. Ouais. Et puis j'ai eu une proposition de job en France qui était mon job de rêve quand j'étais en
en apprentissage, qui était de faire ambassadeur pour une marque d'alcool. Okay. Donc c'est un groupe anglais qui m'a embauché. Je suis revenu, donc j'étais en Bolivie quand on m'a appelé. On m'a dit on cherche quelqu'un qui parle espagnol, qui parle anglais, qui a fait du marketing et qui a fait du bar. Donc, c'est moi. Donc elle a dit on peut attendre que tu reviennes du voyage, rejoins-nous. Ouais. Je rejoins un groupe en Angleterre, je bossais depuis la France et en fait je gérais une quinzaine de pays. Et en fait je faisais un mix de tout ce que j'ai appris. Génial. Je formais des barman, je formais aussi des équipes marketing. Et dans chaque pays, on essayait d'intégrer le portefeuille donc de gin, de vodka, de rhum du groupe anglais pour qui je travaillais dans chaque pays à travers les importateurs, les bars. On faisait des formations, on faisait des salons. Et donc ça c'était vraiment la genèse. Enfin c'était plutôt le mix en fait de tout ce que j'avais fait de ma vie dans un seul métier. Voilà. Pourquoi tu penses qu'il y avait ce décalage en Amérique du Sud par rapport à cette culture au niveau des spiritueux, par rapport à l'Europe? L'Europe et les États-Unis, alors même si c'est proche des États-Unis, l'Amérique latine, c'est l'Europe et les États-Unis qui historiquement sont les terres des cocktails. D'accord. C'est là que pendant la Prohibition, les Américains se sont déplacés en Europe. Il y a une culture vraiment de la mixologie qui s'est développée à travers les années dans ces pays-là. Londres étant une capitale du cocktail, les États-Unis étant une capitale, donc New York et d'autres, en Nouvelle-Orléans par exemple, sont des capitales du cocktail. En France, en Italie, en Espagne, il y a des capitales du cocktail, en Grèce aussi. C'est vraiment dans l'ADN des pays. Beaucoup moins en Amérique latine. Ils ont d'autres choses, ils ont d'autres produits, etc. Ils ont d'autres cultures, mais un peu moins celle des spiritueux. Et donc on sent que comme nous, on est un peu plus en retard, par exemple, la France étant un peu plus en retard que l'Angleterre, et ben l'Amérique latine est encore un peu plus en retard. Et du coup, ils sont très demandeurs. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit, comme je disais, en formation, en éducation, en événementiel, en création de produits, en service. Donc il y a vraiment cet intérêt là-bas. Et c'est un projet que j'ai encore. Et dans un jour peut-être, ou même très sûrement, je retournerai faire quelque chose là-bas. Ouais, ça reviendra sur le tapis. Génial. Donc tu rejoins cette nouvelle entreprise, tu développes les différentes filiales, enfin en tout cas dans les différents pays, importer les différents produits. Qu'est-ce qui te pousse à quitter ce job de rêve justement pour voler tes propres ailes? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Eh bien, l'économie, la conjoncture économique. Parce que malheureusement, en 2020, le Covid arrive. Et mon métier étant à la base de voyager dans 15 pays tout le long des mois qui courent, on se retrouve bloqué à la maison et l'entreprise décide de fermer la structure européenne et de licencier toutes les équipes. Ouais, dur. Donc ils ont licencié 10% de leur effectif mondial. On faisait partie de ces 10%. Et donc, surtout dans le bureau parisien, on était 3. Les 3 licenciés en août 2020. Donc, pendant mes vacances, je reviens de mes vacances et en fait, je reçois licenciement économique. Et là, je me dis, on est en 2020, on est en plein confinement. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est pas ce qu'on pensait quand on était en mars, que ça allait, que c'était un claquement de doigts, ça serait fini le Covid. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de boulot dans le bar. Il n'y a pas de boulot dans les entreprises de spiritueux parce qu'ils ont gelé tous les budgets puisque l'argent il est fait par il est fait aussi sur les bars. Il reste que la grande distribution, donc ils mettent tous leurs efforts sur la grande distribution. Ils vont surtout pas embaucher des gens. Il y a déjà les équipes en place. Et en fait, il se trouve que depuis que je suis revenu d'Amérique latine, donc pendant toute cette année où j'ai travaillé pour ce groupe anglais, j'ai l'habitude quand les gens en soirée me disent vas-y, tu nous fais des cocktails. Sauf que quand on fait tous les jours, t'as pas envie d'en refaire le soir. Et donc j'avais l'habitude de pré-batcher mes cocktails. De faire des cocktails en bouteille. Parce que c'était ma passion, je voulais le faire en Amérique latine. Je me dis mais je le faisais. Et en fait, c'est un peu ça s'est un peu fait comme ça sur un coin de chaise longue en août. Mais c'était mais attends, mais pourquoi tu ferais pas ça Nicolas? Et en fait, c'est aussi simple que ça, mais je me suis dit, pourquoi pas. Pas de boulot, c'est l'occasion, j'ai des compétences, j'avais envie de le monter, mais est-ce que ça serait pas les planètes qui sont en train de s'aligner? Dos au mur, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, écoute, j'ouvre mon ordi, je pense que mes premiers fichiers Excel datent de fin novembre
J'étais licencié fin septembre ou fin octobre, je sais plus. Enfin, en 1 mois et demi, j'ai réussi à m'y mettre. Je me suis dit, allez, on y va, j'ai ouvert mon ordi et j'ai commencé à bosser dessus, quoi. De rien du tout, j'avais jamais entrepris, je connaissais rien d'entrepreneuriat, entrepreneuriat au sens propre du terme, vraiment l'entrepreneuriat, je veux dire les boîtes, etc. Je prends mon courage à deux mains, je cherche des trucs et j'ai commencé en fait à chercher, faire des business plans, appeler des gens, envoyer des emails et en fait petit à petit ça s'est dessiné. Un, le projet, deux, la partie logistique, donc les fournisseurs, etc. Et de fil en aiguille, 2021 est arrivé et en fait j'ai pu commencer à créer mon produit. L'ADN du produit, qu'est-ce que je voulais faire, quel type de produit, quel type de bouteille, quel type de cocktail. J'ai interviewé tout mon réseau, je sais pas, une 50aine de personnes. Quel type de clients, j'imagine aussi. Voilà, quel type de clients, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils aiment du 20 centilitres, est-ce qu'ils aiment du litre, est-ce qu'ils préfèrent des bouchons en bois, est-ce qu'ils préfèrent des bouchons en vis. Et ça, c'est hyper important. Mais ne serait-ce que même pour tous les entrepreneurs, quand on veut sortir un produit, alors d'expérience, moi je parle de produits physiques, j'imagine que c'est peut-être pareil pour du service, mais il faut qualifier en fait son produit, il faut demander à des gens qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qu'ils attendent eux. Bah, c'est sûr. J'ai fait ça a créé beaucoup de valeur, beaucoup d'Excel dans tous les sens. Et puis quand tu te poses dessus et que tu synthétises tout ce qu'il y a, t'en ressors avec qu'est-ce que tu peux faire dans les moyens que tu as et en combien de temps tu peux le faire. Ouais, parce qu'en plus la production de facto de produits, ça coûte cher au démarrage, quoi. Voilà. C'est le plus dur. Avant de faire les économies d'échelle. Clairement. Et c'est 1 an de travail, en fait, ne serait-ce que pour monter le dossier financier, pour réussir à choper de l'argent, donc les prêts d'honneur, savoir combien tu injectes toi-même dans la société, pourquoi tu demandes autant d'argent, savoir combien tu as besoin, qu'est-ce que ça va faire, pour acheter quoi, comment tu le vends à la banque. Il y a plein de questions, monter des business plans et tout, ça m'a pris tellement de temps. Et puis j'étais tout seul. T'es un peu accompagné, t'as des structures, mais tu restes tout seul. Surtout en période du Covid, où en fait, les seules réunions que t'avais, c'était en visio ou au téléphone. T'avais pas de session de groupe, pas cette émulation. Et donc, je travaille dessus jusqu'à ce que j'ai un truc. Et en parallèle, donc, je travaille sur ce côté financier, stratégie, etc. En parallèle, il faut travailler les recettes. Il faut trouver les fournisseurs. Et il faut trouver l'outil de production. Tout ça mis ensemble. J'ai produit en avril 2022. D'accord. Donc il m'a fallu 1 an et demi entre septembre, on va dire 2020, où j'ai commencé à travailler dessus, jusqu'à avril 2022 pour pouvoir toucher mes produits dans des bouteilles. Et pendant 7 années et demi, il s'est passé plein de trucs de recherche et de développement et de stratégie. T'avais déjà identifié des clients, t'avais pu un peu booker certains contrats, ou c'est vraiment qu'une fois que t'as eu ton produit, on va dire produit, même si j'imagine que t'avais fait forcément des batchs de présentation, etc. Comment ça s'est passé un peu pour amorcer ton business? En fait, c'est une très bonne question et je pense que une des réponses aussi fera écho à ce qu'on dira à la fin et ce pourquoi on est là. Et effectivement, j'ai pas assez, je pense, au début, ce qui m'a fait perdre du temps, prospecter alors que mon produit n'était pas sorti. J'avais ce blocage en me disant comment je peux vendre un produit qui n'est pas sorti à quelqu'un en sachant que quand il sortira, il sera pas identique à mes prototypes. Et ça, c'est un point de blocage. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est complètement débile. Le plus tôt tu commences, même en novembre 2020, c'était le Covid, mais tu fais un truc dans ta cuisine et tu fais goûter pour te faire gagner du temps. Parce que c'est quoi qui te bloquait? C'était le visuel, c'est le fait que ça allait pas être les mêmes bouteilles, pas les mêmes... Pas le même goût. Pas le même goût, pas carrément. Le même goût, en fait. Je suis bloqué là-dessus. Alors, aujourd'hui, c'est rattrapé, j'ai des clients, mais au début, pour répondre à ta question, j'ai pas vu assez de clients pour leur faire goûter. Par contre, j'avais pas de souci à faire goûter à mes potes. Alors, il y a quand même... Plus je m'approchais du produit final, plus je faisais goûter à des pros. Bien sûr, pour leur donner leur avis. Mais en fait, c'est pas pareil que de faire goûter à un pote barman. Même si tu lui dis, écoute, sois le plus sincère possible. Parce que moi, j'ai besoin de récupérer tous tes retours pour travailler ma version finale. Même en disant ça reste des potes. Voilà, j'ai pas été voir l'hôtel que je vise, le 5 étoiles que je vise, en lui disant, là, j'ai un projet, est-ce que vous voulez goûter? J'ai pas fait ça. Et puis c'est pas lui qui va t'acheter 12 caisses et... Voilà. C'est pas le pote qui va t'acheter 12 caisses, etc. Et tu vois, aujourd'hui, je vais voir cet hôtel-là, et ça me prend 3, 4, 5, 6 mois pour les avoir. Alors que si j'avais commencé 6 mois avant, même si je les avais pas eu, au moins j'aurais pu leur faire goûter quasiment au début quand le produit est sorti. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et que j'ai réalisé,
avec le fait de le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Mais au moins, ils sont dans ton réseau, t'es déjà identifié, t'as déjà un contact, même si tu reviens 6 mois après. J'avais fait quelque chose, ça vous a pas trop plu. C'est ça. J'ai sorti ma prod, est-ce qu'on peut se revoir pour au moins vous faire tester? C'est clair que c'est hyper important. Par contre, ce qui est hyper important, c'est quand même de faire goûter. Ouais. Et moi, j'ai organisé 200... Enfin, j'ai organisé 20 sessions de dégustation. Je pense que j'ai fait goûter mon produit à 250 personnes avant qu'il sorte. Mine de rien. C'est quand même important. Parce que... T'arrivais quand même à qualifier ta cible. Est-ce que, par exemple, si tu savais que tu allais travailler dans le monde du luxe et que tu visais des hôtels avec beaucoup d'étoiles, à partir de 3, 4, 5 étoiles, est-ce que t'arrivais à le proposer à une clientèle qui, justement, allait fréquenter ce genre de milieu? Ou j'imagine que c'était pas évident à faire, forcément. C'est effectivement pas évident. Ouais. En fait, c'est juste que quand t'as moins de moyens pour faire des focus group, que faut que tu gères en plus de ça la banque, les prêts d'honneur, il faut faire avec tes capacités. J'étais tout seul, j'ai pris avec ce que j'avais. Mes amis, mes proches, plusieurs groupes de proches, même des fois on va dire 3e cercle. Mais très dur d'aller réunir un parterre de gens ultra luxe ou luxe. Donc il y avait mes potes, il y avait des pros, il y avait des journalistes que je connais, mon réseau, il y avait des barman. Mais c'est sûr que la cible finale, qui est techniquement, en fait, quand on réfléchit bien, le client de l'hôtel de luxe qui va ouvrir la bouteille, c'est même pas le barman, c'est pas le F&B, c'est pas le directeur, c'est le client. Ça, c'était plus dur à avoir, en tout cas en grande quantité, on va dire. Bon, en tout cas, même si effectivement on pouvait se questionner l'expérience d'avoir une bouteille, etc., le goût, globalement, enfin, si t'avais un panel suffisamment représentatif, il y a peu de chances que leur papille diffère du panel représentatif que tu aurais pu avoir. C'est ça. C'est sûr que d'avoir fait déguster à 250 personnes, ça aide à affiner son produit. Mon produit aujourd'hui, il est bon parce que j'ai fait goûter et que j'ai recommencé une fois mon produit de zéro. C'est-à-dire qu'au bout de 8 mois, j'ai reçu le badge qui était le badge 6 ou 7, je sais plus. J'ai appelé le producteur et je dis écoute, il faut qu'on change. Parce qu'en fait, ça va pas. Parce qu'on travaillait avec des arômes. Alors, c'est très bien, il y a plein de gens qui travaillent avec des arômes naturels, hein. C'est pas un drame, hein. C'est pas un souci, c'est pas une tare. Mais ça allait pas. C'était pas ce que je voulais, c'était pas le goût du cocktail. Et les gens qui le goûtaient me disaient il y a un truc qui va. Je sais pas, il y a un truc. Ils n'arrivaient pas à mettre le doigt dessus, parce que c'était pas toujours des professionnels. Mais il y a un truc qui bloquait. Et en fait, ça, c'était un grand choix. Je savais que j'allais reperdre 8 mois. Mais j'ai appelé la distillerie, j'ai dit écoute, on change tout, on repasse en naturel. Ça implique beaucoup plus de temps, plus de fragilité. Donc on remet dans la R&D. Mais soit on lance un produit pas bon, et en fait, au bout de 3 mois, ton produit il est mort et tout ce que tu as travaillé, ça sert à rien. Soit tu te remets en question très vite, et avant même que ça sorte, tu crées le produit dont tu rêvais et qui est en tout cas plus en ligne avec ce que tu veux et ce que les gens aiment. Donc ça a dû être dur. Septembre, je crois que, enfin du coup, on va dire septembre 2021. Alors que j'avais commencé à travailler dessus en janvier 2021. Septembre 2021, j'ai dit on change tout. On change tout, on repasse sur des produits naturels, on fait des infusions et tout. Et on a recommencé et c'est pour ça que le produit n'est sorti qu'en avril. Est-ce qu'il y avait une différence sur on va dire la durée pour laquelle le goût allait vraiment être persistant entre les arômes et le naturel? Parce que je sais pas quelle est à peu près la fréquence de consommation, jusqu'à combien de temps elles peuvent être conservées, est-ce qu'il y a un peu une date à partir de laquelle on va perdre un peu en arôme ou pas du tout? Naturel, c'est toujours plus compliqué à travailler avec des arômes. Ça, c'est sûr. Hein. Si je te fais un spiritueux avec de l'eau, du sucre, des arômes et de l'alcool, c'est sûr que le produit ne bougera jamais. Mon produit bouge, il est vivant. Il évolue un petit peu parce qu'il y a du vrai citron dedans. Il y a des vrais produits. Il est organique par essence. Il est organique, donc on a travaillé en R&D pour utiliser aucun conservateur. Donc ce ne sont que des techniques de barman qui ont des noms parfois un petit peu étranges, clarification, teinture, même infusion, etc. Mais sirop, cordial. C'est voilà. En fait, c'est des termes de barman, c'est des produits qui sont utilisés par la cuisine, par les barman, mais en tout cas 1 an et demi de R&D pour ça, parce que effectivement, mon produit il est vivant. Ok, il bouge. Le froid a une influence dessus. Le chaud a une influence dessus. Il a fait 40 degrés cet été, ça a une influence sur mes produits. La luminosité peut-être aussi. La luminosité a une influence dessus. Mais quand on le goûte, il reste équilibré. Et on sent que c'est naturel. On sent que c'est des vrais citrons. Génial. Tandis que quand on utilise de l'acide citrique, on va dire
de manière très très schématique. L'acide citrique, c'est un acide qui est issu du citron, hein, c'est pas chimique, hein. Ouais. Mais ça se sent. Il y a un truc qui se passe dans la nuque, je sais pas, tu vois, mais tu sens quelque chose. Ouais, bien sûr. Alors que tu utilises des vrais citrons, c'est naturel. Donc le produit, il est peut-être pas aussi stable, 100%, que s'il était travaillé avec des arômes, mais on a travaillé de manière à ce qu'il soit le plus stable possible. Ça reste de l'alcool, donc forcément, ça conserve. Ouais, bien sûr. Et donc, mais au moins, c'est en ligne avec le produit. On est sur quelque chose d'artisanal. Et donc, quand on dit c'est artisanal, bah, ça bouge un petit peu. Ouais, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, tu as sorti, enfin, déjà, sur le premier batch, sur combien de recettes tu étais? Et est-ce que tu as conservé les mêmes et tu as juste revu, donc, forcément, les compositions? Et puis, bah, aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu proposes concrètement? À la base, moi, je voulais sortir 10 recettes. D'accord. Et les 10, elles sont quasiment prêtes. Ouais. En fait, je travaille avec un autre chef barman, qui est le chef barman d'un hôtel 5 étoiles à Paris. Ok. Que j'ai rencontré sur un salon. Vraiment la rencontre inopinée, fin de salon. Génial. Alors que j'étais venu pour ça. Et je l'ai rencontré vraiment limite dans la queue de la sortie, quoi. Et en fait, c'est un chef barman jeune, mais hyper ambitieux, mais hyper innovateur. Et c'est lui qui m'a donné la base aussi à toutes les recettes. Moi, j'avais les recettes, je sais ce que je voulais faire. Et lui, il m'a aidé sur les techniques de produits. Et donc, on a créé nos 10 recettes ensemble. Génial. Par contre, il se trouve que économiquement, je ne peux pas en sortir 10. C'est compliqué d'en développer 10 en même temps. Et temps. donc, j'en ai sorti 3. J'ai fait un choix. J'ai pris 3 recettes qui ont un univers très différent, un univers olfactif très distinctif, et j'ai fait 3 recettes. Ouais. Voilà. Là où je me suis différencié, là où j'ai essayé de jouer ma carte, c'est que j'ai sorti 3 références de chaque. J'ai la bouteille en 20 centilitres. D'accord. Qui va servir pour le mini-bar, qui va servir pour le cadeau d'affaires, etc. J'ai la bouteille de 50 centilitres, qui sert pour le service, qui va servir chez les cavistes. Okay. Et j'ai des cubis de 5 litres. Qui vont servir pour l'événementiel. Et les services en volume. Génial. Certains restos, même gastro. Et c'est quoi comme packaging pour le gros volume? Ah bah c'est des cubis, comme un cubi de vin. Ah ok, d'accord. Ouais. Et d'ailleurs c'est la meilleure chose pour conserver. T'as une poche qui se vide d'air en fonction de la pression. La pression. Dans un cube donc à l'abri de la lumière. C'est la meilleure chose pour conserver. Ok. Et j'ai des clients qui m'achètent que du cubi parce qu'ils ont des gros volumes. Et ça leur permet de faire des économies, parce que tu fais des économies sur le verre, les bouchons, etc. En tout cas, si je devais faire le parallèle avec d'autres verticales, c'est vrai que effectivement, tu aurais probablement voulu sortir tes 10 recettes, mais le fait d'en sortir 3, de bien travailler dessus, et pour pouvoir présenter ton produit, pour que ta proposition de valeur soit claire, tu dises, bah voilà, mon produit c'est ça, il y a 3 gammes avec 3 contenants différents, et ça te permet de te faire un nom. Et effectivement, avec l'argent que tu généreras en bénéfice, tu pourras continuer et étendre ta gamme. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose, en tout cas c'est mon point de vue, d'avoir pu commencer par ça, quoi. C'est sûr. Et puis on n'est pas, voilà, je suis pas un gros, je suis pas un Pernod Ricard, je suis pas un Bacardi Martini, j'ai pas ces moyens-là. Ouais. Quand tu es avec ton propre argent et l'argent d'une banque et d'un prêt d'honneur, bah, tu fais avec ce que tu peux. Ouais. Et donc, forcément, 3 recettes, c'était le bon début. Et puis, surtout, ça a fait une gamme plus resserrée. Mais c'est plus facile à gérer en termes de stock. Ouais. C'est plus facile à gérer en termes de rotation. Parce que t'as que 3 références. Ouais. Donc, tu peux piloter. Ce produit-là, il tourne un peu moins. Pourquoi? Celui-ci tourne très bien. Alors, quand on a 10, si t'en as une qui tourne pas, tu l'as sur le dos. Puis, il faut stocker tout ça. Donc, quand t'as pas de moyens, tu fais avec ce que t'as. Ouais, c'est clair. Et voilà. T'as déjà réfléchi un peu sur comment tu vas introduire tes nouvelles recettes? Est-ce que tu vas le faire peut-être au compte-gouttes, vu que t'es sur un marché du luxe, peut-être de dire, voilà, là c'est vraiment une nouvelle édition, puisque j'ai vu les étiquettes qui sont avec la recette numéro 1, numéro 2, numéro 3. Est-ce que tu vas jouer un peu sur ce côté, nouveau et vraiment exclusif de, voilà, là je sors cette recette-là, ou alors finalement tu vas peut-être repartir sur une gamme de 3. Quelles sont un peu tes perspectives là-dessus? Est-ce que tu as pu déjà un peu réfléchir ou... Oui, alors il y a 2 réalités. Il y a la réalité économique et la stratégie, effectivement. Bien sûr. Stratégiquement, c'est sûr que c'est intéressant de sortir les produits au compte-gouttes. Ouais. C'est aussi en ligne avec sa stratégie. Et je pense que je suis pas un expert du luxe, mais j'essaye de faire ce que je peux pour positionner mon produit le plus haut de gamme possible. Ouais. D'un autre côté, il y a aussi la réalité économique. Et en fait, je peux pas sortir 3 recettes d'un coup aujourd'hui. En termes de R&D, en termes d'investissement. Donc en fait, ça se rejoint bien. Ouais. Et en fait, je suis assez content. Donc j'ai 3 recettes de prévues. Ok.
je les sortirai pas en même temps, c'est sûr. Ouais. Ne serait-ce que par les investissements en R&D, et puis il me faut des nouvelles bouteilles, il me faut des nouvelles étiquettes. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand on entreprend dans des produits physiques. C'est qu'il faut avoir toute la matière sèche qui va avec. Ça prend une place de plus dans les stocks. C'est toutes ces questions-là qui sont qu'on doit se poser. Ouais. Ça sortira une par une. Et comment elles vont sortir? Il y a plusieurs manières. Je pense que les premières, ce sera peut-être de nouveaux crowdfunding, parce que j'ai fait un crowdfunding quand je me suis lancé. Ok, génial. C'était hyper important. KissKissBankBank. D'accord. C'était hyper important. Ça m'a fait une vraie mise de départ. Hein. J'ai récolté 10 000 euros. Ça m'a permis d'acheter une partie de mes bouchons, une partie de la R&D. Ça a permis d'écouler une partie du stock dès le début. Ouais. Ça a donné, de créer une communauté en plus. Ouais. Et ça a même donné un effet de levier pour la banque. Ouais, bien sûr. Que la banque, quand je leur ai dit, j'ai vendu 10 000 bouteilles, ils m'ont dit, ah ouais, ok, donc on investit dans quelque chose qui n'est pas, qui sort pas de nulle part. Quand une banque, elle est habituée à financer des boucheries dans ton quartier ou voilà, des choses un peu plus classiques, c'est sûr que quand on arrive avec un projet de cocktail en bouteille, il faut prouver qu'on a de la valeur et qu'il y a de l'attraction. Donc, c'était une bonne chose, ça m'a apporté du cash, ça m'a permis de produire. Je pense que peut-être les 2 prochaines, ce sera aussi un crowdfunding. Ok. Après, je me projette aussi et je me dis qu'à un moment, si j'arrive à lever des fonds, et ça c'est une vraie question qu'on se pose aussi quand on est entrepreneur, à quel moment on veut lever des fonds ou pas, est-ce qu'on veut le faire, est-ce qu'on veut pas le faire, ça accélérera forcément la sortie des produits. Et là, peut-être que pour répondre aussi aux besoins grandissants de mes marchés et de mes clients, on sortira peut-être 2-3 d'un coup, quoi. Voilà. T'as déjà réfléchi ou on t'a déjà proposé des partenariats, peut-être avec des maisons de distribution, des hôtels, ou pour faire des collaborations, ou du coup une entrée au capital qui permettrait de faciliter le process ou... Aujourd'hui, on m'a pas proposé. Il y a des entreprises qui sont intéressées pour produire ce que je fais. Parce que le RTD, donc le Ready to Drink, c'est un marché à croissance à 2 chiffres dans toute l'Europe, dans le monde entier même. Et en France, on est sur 15-20% en fonction des dates, des pays. En fait, c'est un peu des créneaux qu'on va prendre. On m'a pas encore parlé d'investir dans le projet. Mais quand on regarde le marché aujourd'hui, le leader des cocktails en bouteille en France vient juste d'être racheté par Pernod Ricard. D'accord. Ça a mis un énorme coup de projecteur sur la catégorie. Et je pense que à partir de là, on va voir fleurir pas mal de marques. Et que il va y avoir des distributeurs, il va y avoir des producteurs ou des grands groupes ou même des hôtels peut-être qui vont se positionner pour créer des partenariats. Je pense que 2023, même 2024, il va se passer des choses sur ce marché. Mais pour l'instant, à date, moi, j'ai pas de proposition encore de gens qui veulent rentrer au capital. Ok. Voilà. La production, elle se fait en France ? Oui, la production, elle est en France. Je produis avec des produits français, 95% de produits français. D'accord. Et toute ma matière sèche, c'est bouteilles, bouchons, étiquettes, carton, tout vient de Charente. Ok. Donc je suis dans une circonférence de 45 km autour du lieu d'embouteillage. D'accord. Et d'assemblage. Et j'ai choisi mes fournisseurs comme ça. Génial. Je fais travailler les Charentais, le savoir-faire français. J'assemble en Charente avec des alcools charentais. Mon gin et ma vodka sont charentais. Mon rhum sera charentais. Même si il est affiné en Charente, mais en tout cas, le rhum sera charentais pour mes prochaines recettes. Vraiment, c'est régional, là où il y a une vraie expertise, et donc on fait du français. Et tout ce qui n'est pas français, c'est ce qui ne pousse pas en France. J'ai par exemple de l'hibiscus, j'ai du thé d'Argeling, j'ai du poivre de Timut, j'ai voilà. Ok. Et tout ça, ça pousse pas en France, donc bien sûr. Même si je les achète à des grossistes français, forcément on se doute que le poivre de Timut il pousse pas en Normandie. Voilà. C'est clair. Et donc aujourd'hui, une fois que c'est fini de produire, comment tu gères le stockage et la distribution ? Est-ce que c'est le producteur qui s'occupe d'une partie du stockage ? Comment tu t'es organisé ? C'est une vraie question, et je pense que quand on fait de la production de spiritueux ou d'autres, on est devant cette problématique. Il faut quand on a ces skills et on a des trucs qu'on ne gère pas. Et moi, je gère pas la production parce que je cherchais un produit qui était carré, qui pouvait être exportable, par exemple. Et donc, la production est gérée par quelqu'un. Et d'un autre côté, la distribution est aussi gérée par quelqu'un. Donc, si on revient à la production, mon producteur assemble mon produit, le met en bouteille, et après, je le récupère. Donc, il le stocke même pas. Ok. Par contre, qui supporte le stock ?
mon distributeur. D'accord. Donc lui, il fait le conditionnement. Il fait juste le stockage. En fait, à la distillerie où j'assemble mes produits, on mélange les produits, on les met dans des bouteilles, on les ferme, on les met dans des cartons, on les met sur des palettes. D'accord. Et après, les palettes arrivent chez mon distributeur. Et c'est lui qui a les palettes dans son stock. D'accord. Je paye, je paye le stock. Et après, toute la logistique, quand on a un client, elle part de mon distributeur. D'accord. Pourquoi j'ai un distributeur ? Parce que j'ai besoin d'une force commerciale. Je peux pas embaucher, je peux pas être partout. Et donc forcément, il faut des gens qui ont cette compétence logistique, pour pouvoir expédier. Bien sûr. Et deux, de commercial. Ah oui, mais c'est un vrai métier. Voilà. Et quand t'as pas de nom d'ubiquité, t'as besoin d'avoir des gens dans toute la France. Et un distributeur, c'est vraiment cette personne qui a en fait les contacts, le réseau, et qui permet en fait d'écouler tes produits beaucoup plus facilement, avec peut-être moins de marge, mais c'est ça le jeu du business, que toi en fait quand t'es tout seul et que tu vas toquer à la porte de tous les hôtels et tous les cavistes de France et de Navarre. Alors, je voulais revenir sur ce que tu avais dit au début. Donc, effectivement, tu avais évoqué la loi E20. Quelle est un peu la complexité pour toi aujourd'hui de faire du marketing autour de ça ? Quels sont un peu tes leviers pour pouvoir faire connaître ton produit et le distribuer ? Quand ça fait 10 ans qu'on travaille dans les spiritueux, la loi E20, c'est plus un souci en fait. C'est même pas un frein techniquement parce qu'on sait en fait, on connaît les règles du jeu. Et quand tu connais les règles du jeu, tu sais comment ça fonctionne. C'est même pas une question de les détourner parce que on peut détourner la loi E20, mais ça, c'est les grands groupes qui vont le faire. Si tu peux rappeler peut-être ce qu'est la loi E20 pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. C'est une loi en fait qui a été créée en France pour protéger en fait un certain type de population, donc on va dire les jeunes en priorité, de certains produits qui sont l'alcool, le tabac, et après d'autres produits en mais vraiment alcool et tabac. Et donc avec la loi E20, en fait, on ne peut pas faire de la pub à la télé, on peut pas faire de la pub en affichage si on l'associe à un moment de consommation ou à une personne. On ne peut pas dire l'apérol spritz, c'est très bon quand on est dans son transat avec tous ses potes dans un parc. Si les gens peuvent s'imaginer un moment de consommation, alors ce n'est pas E20. Voilà, en fait, c'est contraignant, mais on le sait. Et du coup, on fait 100. Et puis, très sincèrement, quand on a une petite boîte, on n'a même pas, la question se pose même pas parce qu'on peut même pas communiquer, on peut quasiment pas communiquer. Et aujourd'hui, comment on communique quand on a une marque d'alcool ? Les salons, Insta, et encore Insta, c'est de la communication, donc on devrait être vraiment sur la loi E20, même si quand on est une petite, peut-être qu'on nous check un peu moins. Les réseaux sociaux, et voilà. Il n'y a pas d'autre manière de communiquer. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, tes produits sont uniquement consultables et achetables en ligne. Il n'y a pas de, pour l'instant, tu n'as pas un bar partenaire où tu peux te procurer. En fait, au bout de donc le produit est sorti vraiment en avril. On a commencé la commercialisation en septembre, donc c'est assez récent, ça fait 6 mois. Mais on a fait 3000 bouteilles, ce qui est modeste, on va dire, qui est plutôt bien. On peut faire mieux, mais quand on est un petit, c'est déjà pas mal. C'est clair. De faire 3000, surtout sur un produit qui est ultra niche comme les cocktails en bouteille. Et donc, ces 3000 bouteilles, où est-ce qu'elles sont passées ? Il y a eu du salon, c'est sûr, mais il y a aussi des cavistes, des hôtels et des restos. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de clients dans toute la France, des hôtels, des cavistes, des restos qui référencent mon produit. Donc, on peut trouver mon produit chez des cavistes à Paris. On peut trouver mon produit dans des cavistes à Marseille, à Lyon. J'ai des hôtels 4, 5 étoiles à Paris qui référencent mes produits, donc on peut le trouver dans les mini-bars ou à l'accueil ou au shop ou servi par des barman. Et puis j'ai des restos gastro qui utilisent aussi mes produits, donc on peut les trouver dans sa vie de tous les jours, dans ses sorties d'un côté. De l'autre côté, on peut le trouver chez les cavistes, donc pour chez soi, et puis on peut le trouver en ligne sur mon site internet. Voilà. On peut acheter sur mon site, ou alors il y a même d'autres marketplaces qui le vendent. Voilà. Alors quand on innove, généralement il y a toujours des gens qui s'inscrivent un peu en faux. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont dit non mais c'est pas des cocktails, ou qui ont un peu été une forme de jalousie finalement de ce que tu pouvais proposer, ou globalement les retours ont été plutôt bienveillants? En fait, il y aura toujours de la critique quand on entreprend. Et il y a 2 grands points à cette question, pour répondre à cette question. La première, c'est la critique en tant que telle. On peut pas plaire à tout le monde. Mon cocktail, il est en bouteille. Je l'ai fait en tenant compte de contraintes techniques et de conservation, etc. Donc, ce sera pas
le cocktail qu'on a servi, qu'un barman t'a servi en face de toi. Le cocktail minute, vraiment. Ouais. Voilà. Un, il est pas minute, et deux, il n'y a pas la personne qui shake en face. Forcément, il est un peu différent. Même si vraiment je me défends très très bien, et en n'utilisant que des produits naturels, vraiment, c'est assez bluffant. C'est un produit, ça fait vraiment naturel. Mais effectivement, il y a des gens qui vont critiquer la couleur, le choix des saveurs, le rendu, puis il y a des gens qui vont pas aimer. Tout simplement, il y a des gens qui vont dire j'aime pas, des pros qui vont dire j'aime pas, des barman qui vont dire j'aime pas, mais bon, les barman, c'est pas mes clients. Mais même si je suis pas là pour remplacer un barman, c'est pas un barman que je vais séduire avec mes produits. Lui, il fait ses cocktails. Le barman est mixologue. J'ai été barman, je sais ce que c'est. Voilà. Donc il y a la critique d'un côté, qu'il faut pas prendre toujours parce qu'on sait qu'on plaît pas à tout le monde. Et de l'autre, et ça c'est un point hyper important, il faut être décorrélé de son propre produit. Les critiques, c'est une critique sur ton produit, mais ton produit, même si c'est toi qui l'as créé, c'est pas toi. Quelqu'un qui me dit que mon truc il est pas bon, ouais, ça arrive en fait. Mais c'est pas moi qui suis pas bon. C'est mon produit qui lui plaît pas. Et puis même si j'avais foiré mon produit, c'est possible, hein, peut-être qu'en fait mon produit il est pas bon, j'en sais rien. Enfin, peut-être que au final j'ai eu 3000 coups de chance, je sais pas. Mais et même si c'était le cas, ça serait dommage, je serais triste. Mais c'est pas moi. Bien sûr. C'est pas moi. Je l'ai sorti, effectivement, ça sort de mon esprit. Mais si on critique, faut pas le prendre pour soi. Faut que tu te détaches. Voilà, faut se détacher de son produit. Mais c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué et en fait, on le sent. Tu parles à un entrepreneur, tu sens, quand tu fais une critique, tu sens que l'entrepreneur, il a envie de répondre. Ouais, mais. Il te dit oui, mais, parce qu'il veut te défendre, en fait. On fait tous ça. Mais au final, il faut prendre les critiques comme elles sont. C'est ok, d'accord. Bon, bah, écoute, tu trouves que c'est trop comme ça, pas assez comme ça. Bon, bah, ok. Mais ça, c'est un vrai travail à faire. C'est une vraie discipline à avoir, d'être décorrélé de son produit. Il y a la théorie et la pratique. Très clairement. Mais encore aujourd'hui, ça m'arrive. Il faut se souvenir, en fait, et c'est en se disciplinant. Mais c'est bon, en fait, c'est utile pour le mental. Voilà. Puis ça reste ton projet. Je connais peu de personnes qui arrivent, j'en connais, qui arrivent vraiment à se détacher, mais c'est pas évident, quoi. Et souvent, ils ont quand même réussi sur d'autres pans, ou voilà, quand c'est tout ton projet, tu te dis c'est pas bon. Bon, ça fait toujours mal. Même si on sait que ça reflète pas 100%, tu sais, c'est un peu toujours la minorité qui s'exprime versus la majorité silencieuse. C'est sûr. Ça, surtout sur les réseaux sociaux, c'est hyper dur. Hein. On le voit très souvent. On a souvent des exemples. Mais c'est clair que ça doit pas être évident. Génial. Écoute, maintenant qu'on a dit tout ça, je voudrais te demander si tu pouvais tout recommencer from scratch. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu referais? Qu'est-ce que tu ne referais pas? Il y a plusieurs points, en fait, à cette question. Des points qui sont très précis sur des erreurs, on va dire, que j'ai fait, et des choses qui sont un peu plus générales. En tout cas, c'est vraiment par rapport à moi, avec mon expérience. Je pense que ça va te faire sourire, mais si je pouvais recommencer, je m'associerais avec des gens. Je pense que, je sais pas, j'ai déjà écouté des entrepreneurs, j'ai déjà écouté ton podcast. Je sais que c'est toujours entreprendre seul versus entreprendre à plusieurs. Même si certains sont très contents, on a toujours envie de savoir ce qui se passe dans l'autre côté. Moi, je suis très content d'avoir entrepris tout seul. Et je vis cette expérience vraiment à fond. Et j'irai jusqu'au bout. Au bout, ça peut être la fin, mais ça peut être aussi faire rentrer des gens. Associer ou faire rentrer des gens de capital. Mais si c'était vraiment à refaire, juste pour voir ce que c'est, dès le début, m'associer avec des gens. Juste pour voir ce qui se passe quand t'es avec d'autres personnes, quand tu penses un projet à plusieurs. Et il y a une autre réalité. On a un adage qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais en fait, tout seul on va pas plus vite. Enfin, je peux te le dire. Moi, je vais pas plus vite. Parce que quand tu dois gérer la finance, les salons, livrer, machin, aller faire une négociation, gérer ton apprenti, tes équipes, franchement, tu vas pas plus vite. Je pense qu'il faut l'entendre plus vite dans le sens où t'es le seul à prendre la décision, qui n'engage que toi, et donc tu traces ta ligne et tu n'es pas à débattre et voilà, et éventuellement revoir ta stratégie. Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, tu vas plus vite dans la décision, ça c'est sûr. Mais on va pas toujours plus vite pour techniquement, on va pas toujours plus vite, c'est pas la généralité. Donc ça serait un point, ne serait-ce que pour vivre ce que c'est partager avec des gens cette aventure. Et la deuxième, dans ce point, si c'était à tout recommencer, j'aimerais bien voir ce qui se passe quand tu commences la boîte
et qu'on te donne de l'argent tout de suite. Okay. Sur lever sur un PowerPoint, comme je le vois, juste pour savoir ce qui se passe quand tu commences un projet et qu'on t'a filé 1 million, je sais pas, tu vois, je sais que c'est déjà arrivé et t'as eu des personnes, t'as interviewé des personnes à qui c'est arrivé. Tu commences, tu peux directement créer une équipe, tu peux vivre, tu peux être à la hauteur de tes ambitions. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre si c'était à recommencer, même si c'est pas exclu que ça arrive avec le passé. Ça, c'est les 2 choses que j'aurais aimé vivre si c'était à recommencer. Alors justement sur ce sujet, donc j'avais reçu Patrick Amiel qui a cofondé 321 Founded. On a abordé ce sujet et en fait généralement, effectivement, ça peut arriver, mais c'est des personnes qui ont déjà eu des business, qui ont déjà eu des réussites, et donc du coup, c'est les investisseurs qui leur font confiance, qui leur disent « Ok, on voit le projet, on sait qui tu es, comment tu vas exécuter, et on met l'argent sur la table. » Donc voilà, par exemple Camille que j'ai eu pour pas mon dernier épisode du coup, parce que vous allez en voir un entre-temps, mais l'avant-dernier, forcément avec Denis Fayol, elle arrive avec une certaine crédibilité, qui savent que forcément en l'ayant au board, ils s'assurent d'une certaine réussite. Donc ouais, c'est évident. C'est ça. Mais c'est un rêve. Ouais, j'aurais adoré vivre ça. Ne serait-ce que quand on en parle avec Camille, tu l'as cité, ou d'autres, c'est autre chose. T'as déjà une équipe, t'as d'autres problèmes. Hein. Mais c'est clair. Mais c'est d'autres choses. Je te le souhaite. Hein. Rien n'est... Voilà. Rien n'est figé. Voilà. Ça, en tout cas, c'était pour la partie, on va dire, qu'est-ce qui se serait passé, et en gros, des choses que j'aimerais pas refaire. Et ça, c'est des trucs un peu plus personnels. Un conseil, je sais pas si c'est bête ou pas, mais en fait, faut pas prendre son compte en banque pour un portefeuille. Ok. Je sais pas si ça arrive à d'autres et tout, mais au début, quand t'as eu ton prêt, j'ai emprunté 50 000 euros à la banque, j'ai eu 20 000 euros de prêt d'honneur, et en fait, au début, t'as de l'argent sur ton compte. Et en fait, tu fais des dépenses débiles. Un mec qui te propose un truc à 1500 balles, en fait, tu réfléchis pas quand c'est la première fois. Bah, moi, j'étais en mode, ah oui, bah, ouais, j'avoue, pas mal comme machin. Tu négocies pas assez, tu négocies pas beaucoup, tu t'achètes des trucs beaucoup plus chers ou des trucs dont t'as pas besoin, en te disant, ah, ça peut être cool. Mais ça, c'est parce qu'en fait, quand tu ouvres ton compte et que tu vas marquer 60 000 euros sur ton compte, bah, tu te dis, super. Et ça me servira de leçon. Même pareil, quand tu gagnes de l'argent parce que tu fais un contrat, tu fais rentrer 2005, 5000 d'un coup, tu te dis, bon, allez, je peux me payer ça. Alors, ça rentre dans d'autres choses, hein. C'est à toi de voir. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus sérieux sur l'argent que je gagne. Et si j'avais su ça quand j'ai lancé la boîte, j'aurais beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Je le sens. Je le sais, en fait. Il serait mieux utilisé. Et si c'était à refaire, je ferais beaucoup plus attention au début. Je pense que ça, c'est un super apprentissage parce que tu vois, c'est très compliqué de négocier. Déjà, d'accepter d'avoir un non. Tu vois, il y a beaucoup d'exercices d'entrepreneurs où justement ils te conseillent de même aller faire des trucs débiles, par exemple d'aller dans une boulangerie et d'aller voir le ou la boulangère, leur dire j'aimerais bien un croissant gratuit. Et il y a peu de chances qu'elles te disent bah oui, tu vois, bon, ça arrive parfois. Hein. Okay. Mais le but c'est de pas avoir peur de prendre son non. Et quand on s'y est habitué, qu'on n'a plus peur de négocier, en commençant par des choses complètement inconsidérées et bêtes, et ben c'est un mécanisme en fait, c'est un muscle. Et t'as plus peur parce que tu te dis bon bah voilà, j'ai vécu le rejet, c'est pas trop grave. Et au pire, même si si tu fais une proposition trop agressive, bon bah il sera toujours temps de trouver, tu vois, le juste milieu. Mais je pense que c'est vraiment un apprentissage où il faut le vivre quoi. Et parfois tu le vis plus ou moins difficilement, mais tu vois, pour faire le parallèle avec si t'avais levé de l'argent, je pense que finalement ça t'a servi de pas avoir beaucoup, parce que si un jour t'arrives à lever, tu sauras quelle est l'importance de un peu chaque euro et comment bien les allouer quoi. Mais t'as tout à fait raison Thibaut là-dessus, hein. En fait c'est sûr que et en plus ça serait sur des montants beaucoup plus gros. Carrément. Mais je vois dans les choix de ses bureaux, dans le choix de ses recrutements, dans les choix stratégiques, et je pense que ceux qui lèvent de l'argent en fonction de leur expérience, mais ils peuvent vivre ce biais aussi, parce que c'est comme ça, c'est quand tu vois l'argent sur ton compte, peut-être que rationnellement tu t'arrêtes, c'est plus difficile de faire les choses. Et effectivement, ce qui m'est arrivé à une moindre échelle, on parle de 3, 4, 5, 6 000 euros qui ont dû partir un petit peu comme ça, c'est sûr que si ça m'arrive demain avec des plus gros montants, j'aurais cette petite voix qui fait ok, ça t'est arrivé, fais attention parce que l'argent ça brûle très vite. Mais c'est clair.
puis en plus en ce moment où c'est beaucoup plus difficile qu'avant pour lever de l'argent, et autant avant c'était vraiment le mindset, c'était faut brûler de l'argent, aller le plus vite possible. Alors on revient clairement sur ça. Et puis c'est peut-être même plus rationnel, je sais pas. Mais complètement. Je trouve ça plus rationnel de pas brûler de l'argent pour rien. C'était clairement une bulle. Oui. Et du coup, on se retrouve avec des entreprises surévaluées. Et voilà, là on arrive de nouveau sur un marché beaucoup plus rationnel. Alors c'est plus dur. C'est pas qu'avant c'était plus facile, hein, pas non plus exagéré non plus. Mais il y a plus de facilité. Et aujourd'hui, effectivement, le moindre euro investi est quand même regardé. C'est normal. Est-ce qu'il y a des choses, des échecs ou des réussites sur lesquelles tu as pu capitaliser et donc que tu referais différemment, ou justement quelque chose que tu referais de par une bonne formule que tu aurais un peu identifiée? Ouais, je pense que les réussites, c'est aussi important. Il faut les célébrer. Et puis, enfin, il faut les accrocher pour qu'on les garde. Signer ses premiers contrats, il faut se souvenir de comment on a fait. Il faut trouver même les contrats suivants. Hein. Il faut garder les bonnes pratiques. Un exemple très précis, ça a été vraiment mon crowdfunding. Je suis super heureux de l'avoir fait. Ouais. Pour les raisons que j'ai citées avant. Mais en termes de cash, de tests marché, même ne serait-ce que sur le produit, voir qu'est-ce qui plaît le plus, sans même avoir goûté le produit. Ouais. En termes de levier, en termes de traction, et en termes de trésor. Ouais, je pense que c'est je conseille vraiment aux gens de le faire. Peut-être que certains peuvent avoir peur, et je sais qu'au début, moi, j'avais peur, parce que j'avais peur de me confronter au marché. Ouais. Tu sais, t'as ton idée, elle est dans ta tête, t'en parles avec tes parents et avec je sais pas qui, mais le jour où tu dois la confronter devant un marché, parce que tu peux te planter en fait quand tu fais un crowdfunding, c'est aussi clair. Une réalité. Oui, la peur de pas réussir à délivrer aussi. Voilà. Et donc à partir de là, ouais, je suis hyper content d'avoir fait ça. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, et ça m'a apporté de la confiance surtout dans mon projet. Ça, je suis très heureux. D'autres réussites, c'est, en tout cas me concernant, c'est les salons. Ouais. C'est très drôle parce que quand on lance un produit, on a son idée. Moi, je vais faire que du B2B, je vais vendre que à des professionnels, que des hôtels. Mon business plan, il est créé que comme ça. Il y a 0 ligne qui parle de salon. Et on m'invite à la foire de Paris. Ok. 3 semaines après ma production, on me dit, voilà, j'ai été invité à exposer gratuitement. Ok. Qui est un énorme salon. Et moi, je me dis, attends, foire de Paris, c'est pas luxe, je sais pas quoi. C'est vrai que c'est pas le truc le plus premium. Mais en fait, quand on y est, on se rend compte on a l'image qu'on veut donner. Et si on se positionne premium, on capte que des clients qui sont intéressés par le premium. Et en fait, d'avoir accepté ça, ça a été le décollage en fait. Parce que, tu fais goûter à des gens. Et là, il y a, je sais pas combien de personnes, j'ai vendu 400 ou 500 bouteilles et j'ai dû faire 3-4 000 dégustations. Franchement. C'était énorme le nombre de dégustations qu'on faisait. Et en fait, tu imagines, t'as fait déguster, même on dit 2000. T'as fait déguster à 2000 personnes ton produit. C'est énorme. T'as eu 2000 retours. Et en fait, il n'y a rien de mieux, surtout sur un produit on parle encore une fois de produits physiques, que les gens, ils goûtent, ils manipulent. Avoir ce retour de personnes qui n'étaient pas des pros, pas des journalistes, pas des gens pas des potes, pas des gens de l'industrie des spiritueux, qui te disent, ok, ça c'est bon, ça j'aime pas, etc. Mais qu'au final, tu vends 500 bouteilles, je me suis dit, ok, ça c'est bon, ça c'est un truc, et je le referai 1000 fois, je le refais d'ailleurs là. Je refais la foire de Paris parce qu'en fait, c'est juste, et puis c'est du cash, faut aussi, c'est aussi une vérité. C'est de l'investissement, ça rapporte pas toujours physiquement, mais tu rencontres toujours quelqu'un au moins. Et moi, j'ai signé des deals qui m'ont rapporté de l'argent 6 mois après avoir fait un salon, parce que j'avais rencontré machin qui était en fait directeur de machin ou qui fait de l'export. C'est du réseau, c'est de l'exposition. Et puis surtout, avoir, donc tu disais, ton produit physique, mais même applicatif, avoir 3-4 000 personnes qui le testent. Et c'est dingue, quoi. Il n'y a rien de mieux, et ça, je le referais 1000 fois. Si c'était à refaire, sans souci. Génial. Trop bien. Nicolas, merci beaucoup. C'était vraiment super chouette. Merci. Est-ce que tu vois un autre point abordé, ou tu penses que globalement... Non, on a fait le tour. On a dit beaucoup de choses. Effectivement, il faut prendre ce que j'ai dit, en tout cas du point de vue de quelqu'un qui entreprend depuis, on va dire, 1 an et demi max, qui fait du produit physique. Les choses s'appliquent différemment en fonction des gens. Bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment une démarche itérative de faire cet entrepreneuriat. Et en fait, je te disais que c'était une histoire de check tout le long. Mais en fait, petit à petit, moi, je vois l'entrepreneuriat comme réaliser des étapes
qu'on s'était fixé dans la vie. Je rêvais de manager des gens. Bon bah voilà, j'ai aujourd'hui un apprenti et un stagiaire. C'est pas non plus la folie, mais tu vois, c'est bon, je l'ai fait. Je manage quelqu'un aujourd'hui et tous les jours. Mon apprenti, il est là, il est absent 1 jour par semaine, donc je le vois tout le temps. Ça c'est fait. Je rêvais de faire de l'export. Ça va arriver. Et pourtant à la base, c'était pas prévu plus que ça. Mais en fait, il faut voir ça comme des expériences qu'on gagne au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et que à la fin, ce soit un échec commercial ou une réussite commerciale, quoi qu'il arrive, décorrélé de ça, il y a toutes ces petites étapes que j'ai fait et qui me font dire, bah voilà, ça je l'ai fait maintenant, ça je l'ai fait. Tout ça, ça est arrivé grâce à l'entrepreneuriat. Génial. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que c'était important de célébrer les victoires parce que l'entrepreneuriat, ça se finira jamais. Si on attend la destination pour célébrer, on célébrera jamais, donc c'est hyper important de célébrer le voyage et c'est vraiment génial pour avancer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, LinkedIn, Instagram C'est à peu près la même chose à chaque fois sur chaque réseau, c'est Mixo, donc les 3 lettres MXO, Spirit. Donc sur LinkedIn, ce sera ça, sur Instagram, ce sera ça. Mon site, c'est mxo-spirit.com. On peut aller sur la marketplace. Et puis je serai à la foire de Paris du 27 avril au 8 mai. 2023, au salon Made in France en novembre, mi-novembre, je crois, du 9 au 12 ou quelque chose comme ça. Donc si vous voulez goûter les produits, venez avec grand plaisir. Je serai là-bas et je serai ravi de vous faire déguster et d'avoir vos retours constructifs. Carrément. Je mettrai de toute façon tous les liens en description de l'épisode puis sur les différents réseaux. Nicolas, merci encore. Merci à vous qui nous avez écoutés. Bien sûr, petit disclaimer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer évidemment avec modération. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!